Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Une confidence pour commencer l'année. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris d'inviter la connerie à notre table ce soir. Si ce n'était mon pressentiment de quelques moments drôles et grinçants, je crois que j'aurais laissé soin à d'autres de s'en occuper. Mais après tout, prenons le taureau de la connerie par les cornes avant d'être empalé par lui, débusquons la connerie avant qu'elle ne nous trouve et nous affuble aux yeux de tous de cette identité redoutable de con. Alors attention, l'exercice est périlleux, comme nous le rappelle Georges Picard, pour qui, parler, c'est avant tout prendre le risque de tomber dans la fosse au con. Autrement dit, ce soir, en prenant publiquement la parole, je cours, moi aussi, le risque non négligeable de chuter lamentablement dans le puits sans fond de la connerie. Mais soyez rassurés, vous parlerez bientôt, et m'y rejoindrez peut-être par quelque imprudence de votre part, ou alors on peut toujours rêver par solidarité. Mais alors, qu'est-ce que la connerie, me direz-vous? Alors là, ne comptez pas sur moi pour tomber dans le piège qui consisterait à répondre à la question. Voilà peut-être une première connerie à éviter. La réponse, c'est le malheur de la question, disait Maurice Blanchot, entendant par là que peut-être la question offre l'avantage d'ouvrir l'esprit là où la réponse s'empresse de le refermer. Au fond, répondre, c'est toujours mettre un peu l'esprit dans la tombe. Et par la mise en question méthodique à laquelle il se réfère, l'exercice philosophique semble un antidote à la connerie. Et pourtant, il n'est pas si certain que les philosophes ou ceux qui se prétendent tels soient immunisés contre la connerie, mais nous y reviendrons sûrement par la suite. Moi, je propose plutôt que nous procédions par petites touches impressionnistes et que nous esquissions le visage de cette matière étrange qu'est la connerie et vous faire courir le risque de voir se dessiner là un portrait bien connu, le vôtre ou le mien. Et puisqu'il est question de matière à propos de la connerie, on doit interroger la nature de sa composition. Alors, grosso modo, deux visions se la disputent, mais elles ne sont pas antinomiques. La première envisage la connerie non pas comme une matière, mais comme une antimatière, une espèce de force qui crée du vide en siphonnant la pensée, un vide sidéral, un trou noir qui aspire la lumière, un puits profond, un puits sans fond. La connerie engendrerait du rien là où quelque chose existait. Alors, suce à la connerie, abîme où la pensée s'abîme. Deuxième vision, qui n'est pas contradictoire avec la première. Elle insiste plutôt sur le fait que la connerie posséderait une fermeté dans laquelle puiser quelques trésors, trouver quelques pépites, une densité qui lui permet justement de consister. Ainsi, la connerie s'apparente à une matière palpable, vivante, fertile, capable de sécréter des discours, de proposer des idées, des contenus de pensée, bref, une matière à penser. La connerie, c'est du solide. Alors, sans trancher le débat, admettons quand même que la connerie, ça fait des petits. Alors, le con, c'est l'héritier légitime en général de la connerie. Ce petit, ce con, n'est-il qu'un rejeton, un avorton de pensée, une fausse couche mentale ou un piteux foirage de l'esprit? Ce produit de la connerie n'a-t-il pas de caractéristiques positives, spécifiques et bien à lui? N'est-il que le négatif d'une pensée intelligente, l'envers d'un esprit cultivé? On peut renverser le problème. Un brillant esprit est-il bien assuré d'être vacciné contre la connerie sous prétexte de culture et d'intelligence? Et au fond, qu'est-ce qui peut bien venir définir le dérapage dans la connerie, étant entendu qu'un intellectuel fort cultivé peut raisonnablement par moments être qualifié de con? Même si nous n'avons toujours pas posé la définition claire du con, argument qu'on ne manquera pas de m'objecter. Mais constatons sans peine que la connerie donne à réfléchir. Et posons cette première pierre si vous le voulez bien. Eh bien non, la connerie, ce n'est pas la bêtise. Ce n'est pas une marche loupée de l'intelligence. Et on peut enfoncer le clou avec Jacques Lacan qui proclamait que si la psychanalyse est un remède contre l'ignorance, elle demeure sans effet sur la connerie. Donc il faut bien découpler les deux. Connerie et intelligence, ignorance, bêtise de l'autre côté. Mais on serait bien ingrat si on ne rappelait pas la grande valeur du con et le tribut que nous lui devons. Pour s'en convaincre, répondons à cette question. Que représente Gustave Courbet dans son tableau intitulé « L'origine du monde » que je vous ai donné sur les tables? Eh bien, un sexe de femme offert au regard du spectateur. Une vulve, cunus en latin, autrement dit, un con. Peut-être que quelqu'un dans cette salle sera suffisamment érudit pour m'expliquer la raison qui nous a poussé à donner un sens péjoratif à un mot qui désigne cette chose magnifique qu'est le sexe d'une femme. Voilà donc un message fascinant délivré par Courbet. À l'origine du monde, il y a le con. Sans le con, rien. Le con, définition, c'est le sexe de la femme. Alors, par un renversement scandaleux, le misogyne prétend que les femmes sont connes. Si on lui demande « La connerie possède-t-elle un sexe ?», il répond en désignant du doigt la femme. Alors, à contre-pied du misogyne, Frédéric Dard dérape aussi de son côté. Et il nous dit que la plus stupide, la plus connasse des bonnes femmes,
n'est pas aussi con qu'un homme, avec un petit H, car la connerie, la vraie connerie, la connerie rutilante, la connerie superbe, c'est l'homme. Quand je vous dis que la réponse est le malheur de la question. Et ainsi de se construire un bestiaire de la connerie, où chacun va trouver sa place selon ses caractéristiques, son sexe, avec comme consécration suprême ce label un peu dérangeant de con. La femme est conne pour le misogyne, l'homme est con pour Frédéric Dard, le belge est con, les blondes sont connes, mon voisin est un con, enfin pas vous, évidemment. Le con, c'est l'autre. Et puis tant pis pour le proverbe qui veut que l'on soit toujours le con de quelqu'un. Et comme le con, c'est l'autre, eh bien cela va nous entraîner sur le terrain de la morale avec des conséquences fâcheuses, voire dramatiques. Alors j'arrête mon exposé un instant et je reviens sur la confidence que je vous ai faite. Je sais précisément ce qui m'a décidé à inviter la connerie ce soir. Ce n'est pas l'idée que nous allions nous taper le cul par terre en rigolant un bon coup aux dépens du con et de la connerie. Sinon nous nous transformerions alors en une pathétique bande de cons, comme dans un dîner de cons. Ah tiens, le dîner de cons, ce film porté à l'écran par Francis Weber, avec Jacques Villeray dans le rôle officiel du con. Voilà bien une farce cruelle qui donne à voir ce qu'est l'homme pour ses semblables. La fin du film offre au spectateur une vue imprenable sur notre misère, nous qui nous rions de la supposée connerie des autres. Combien de fois Thierry Lhermitte, pris à son propre piège, exhorte-t-il un Jacques Villeray devenu ingérable à quitter son domicile? Et qui ne se souvient du spectacle pitoyable qu'offre le personnage de Thierry Lhermitte au fur et à mesure qu'il se retrouve démasqué par la naïveté du con qu'il a invité à souper? À la fin du dîner de cons, on ne rit plus, tant il devient clair que la connerie supposée de l'autre est le plus court chemin qui ramène à soi. Jacques Villeray sera congédié comme ce citoyen le fut par notre président de la République. Casse-toi, pauvre con. Ce tristement fameux « casse-toi, pauvre con » de M. Nicolas Sarkozy est un révélateur précieux d'un mépris de l'autre et surtout d'une méprise de la raison. Méprise dont les ressorts méritent d'être analysés car, qu'on se le dise, la connerie est un adversaire digne d'estime. Pour que le casse-toi, pauvre con surgisse, pour que la connerie s'impose comme l'équation du moment, eh bien un certain nombre de facteurs doivent être réunis. Le minimum syndical, à mon avis, exige deux choses. D'une part, la présence d'un autre, d'autrui, d'un public, et puis d'autre part, celle d'une parole. Conjugaison des deux, il faut un individu qui parle. Premier facteur de l'équation, le public. Sans la présence d'autrui, sans le regard de l'autre, sans un autre à qui s'adresser et parler, il semble difficile d'être con. Aux yeux de qui? Dans ce cas, Robinson, seul sur son île, paraît à l'abri de la connerie. En même temps, la connerie n'est pas le pire des dangers qui le guette, me dirait. Bon, on objectera alors qu'on peut effectivement passer pour un con à ses propres yeux, pas besoin d'avoir quelqu'un. Alors on aura raison. Car dans ce cas, on démontre la faculté proprement humaine que l'homme possède de se diviser, de se réfléchir et de se prendre pour objet d'étude et d'être à cette occasion le spectateur de sa propre misère. C'est en général d'ailleurs de ce douloureux constat sur notre penchant naturel à glisser vers cette misère, cette connerie, que naissent les réajustements bienvenus, ceux qui vont nous hisser par la suite au-dessus d'elle. D'où l'intérêt de se considérer soi-même comme un autre, dirait Paul Ricoeur. Mais quoi qu'il en soit, la présence d'autrui pourrait bien être une condition formelle à la possibilité de survenue de la connerie. Et c'est à l'aune de cette idée que nous pourrions réfléchir, par exemple, sur ce qui pousse quelqu'un à choisir, entre guillemets, la solitude comme mode de vie. La solitude en tant que refuge, j'entends, moyen d'échapper à ce tourment qu'est la présence de l'autre, à cet enfer que sont les autres, dirait Sartre. Éviter la connerie avec son semblable, éviter la rencontre avec son semblable, beau lapsus, éviter la rencontre avec son semblable ne permettrait-elle pas en effet d'éviter la rencontre de soi à travers l'autre, d'éviter la découverte que rien de bien consistant ne nous habite et que nous sommes façonnés aussi avec du manque, avec du vide. Dans ce cas, l'enfer serait bien plutôt soi-même, l'enfer en soi que l'autre réfracte et nous renvoie. Et la solitude ainsi de mettre le couvercle sur cette vérité douloureuse, que l'existence humaine s'assonne creux. La rencontre d'un autre crée une tension qui jette à la figure ce vide en nous que nous ne saurions regarder calmement. Par exemple, la misanthropie d'Alceste ne peut-elle pas se lire comme une défense d'Alceste contre sa propre misère, sa propre vacuité et surtout sa propre vanité? Voilà peut-être en quoi le contact humain n'est jamais une affaire anodine, mais toujours dangereuse en soi. Le contact avec l'autre me force à la confrontation avec moi-même, à l'affrontement de soi, de sa condition, de sa misère, et finalement à l'affront que constitue parfois le fait même d'exister.
Il ne serait donc pas idiot de se demander si ce n'est pas cette misère ontologique que la connerie entend conjurer, en prétendant mettre quelque chose de consistant là où il n'y a rien d'autre que du vide. Alors, on peut prendre appui sur un exemple qui, je l'espère, va clarifier ce que je viens de vous dire. Lorsque Bernard-Henri Lévy, intellectuel et philosophe, est victime d'un attentat pâtissier, autrement dit, quand il se prend une tarte en pleine poire, que penser de sa réaction? Alors, pour mémoire, je rappelle qu'il fusille du regard Noël Gaudin, le terroriste pâtissier qui est tombé au sol, éructant son gloup gloup gloup, et il lui assène un « lève-toi ou je t'écrase la gueule à coups de talon ». Alors, juste une question. Quelle différence y a-t-il entre un visage entarté de chantilly et un visage entarté de mousse à raser le matin? Aucune a priori. Bernard-Henri Lévy ne casse pas la gueule à son reflet tous les matins sous prétexte que l'image qu'il contemple ne lui convient pas. Mais il suffit de la présence d'autrui, d'un public pour que l'insupportable surgisse. Bernard-Henri Lévy est un homme public, en relation avec d'autres hommes. Il ne peut pas échapper à la confrontation avec lui-même, son image que lui impose ce rapport médiatisé aux autres, et cela lui est douloureux manifestement. Il n'est nulle solitude pour l'homme public, dans laquelle trouver asile, comme je le disais tout à l'heure. Nulle échappée possible à la vanité d'exister. Car, et c'est peut-être cela que les attentats pâtissiers de Noël Gaudin démontrent, la tarte à la crème ne peut pas atteindre sa cible si celle-ci est consciente du faux semblant en quoi consiste ce rapport à soi et aux autres. Un rapport qui donne précisément un semblant de consistance ou un faux semblant de consistance à l'existence. Il aurait suffi par exemple à Bernard-Henri Lévy de rire une fois, une seule fois, de cet attentat pâtissier pour être délivré de l'angoisse dans laquelle il vit chaque jour de se faire entarter. Alors, pour info, il a engagé des gardes du corps, chargés d'escorter. Un chef d'État ne ferait pas autrement, c'est dire la vanité quand même, quelque part, du personnage. Alors parce que Bernard-Henri Lévy se prend pour BHL, parce qu'il se prend pour son personnage, il ne peut pas rire de lui-même. La tarte à la crème, qui vise le masque, réalise l'affront suprême en s'écrasant sur le visage d'un BHL, un BHL qui confond justement le masque et le visage, tombé droit dans le piège de l'entarteur. Alors, parodiant Pierre Desproges, on pourrait dire que BHL soit un con, ça nous étonne un peu, c'est quand même un philosophe. Mais que BHL ne soit pas un con, ça nous étonnerait beaucoup. Mais laissons là la supposée connerie de BHL qui pourrait bien être la nôtre, et passons au second facteur de l'équation, la parole. La connerie ne saurait bourgeonner sans un peu d'engrais. Le langage, et surtout la parole, donc, se révélerait être un limon particulièrement fertile. Le philosophe Harry Frankfurt, dans son essai intitulé « De l'art de dire des conneries », livre une réflexion intéressante, ma foi. Il tente de circonscrire les prérequis à l'irruption de la connerie sur la scène du langage. Qu'est-ce qui nous assure que ce que nous avons en face de nous est ou n'est pas du ressort de la connerie? Voilà la question. Eh bien, pour Frankfurt, la connerie se rapproche du baratin, du blabla. Elle se caractérise par une certaine désinvolture à l'égard du langage et de ce à quoi le langage doit aspirer, c'est-à-dire une recherche de la vérité. En anglais, explique Frankfurt, connerie peut se dire bullshit. Traduction littérale, merde de taureau. Le mot merde, nous dit-il, convient parfaitement ici en tant qu'il figure un objet, l'excrément, qui n'est jamais élaboré ou conçu, mais plutôt largué ou coulé. On dit qu'on va couler un bronze. La connerie, cette bullshit, est donc un excrément qui n'a rien à voir avec le travail désintéressé et austère de celui qui taille patiemment dans la pierre du langage pour y dégager son œuvre. Là où il s'agit de viser juste en visant vers le vrai, le baratineur, par sa nonchalance à l'égard de la vérité, par ses approximations à l'égard du réel, et par son refus des contraintes imposées par le langage, va pondre ce qu'il est convenu d'appeler une merde et dire une connerie. Alors Frankfurt rapporte l'anecdote suivante. Le philosophe Wittgenstein visite son amie Fania Pascal, hospitalisée en clinique. « Je me sens comme un chien qui vient de se faire écraser, lui dit-elle. » Alors Wittgenstein rétorque aussi sec, « Écoute, tu ne sais pas ce que ressent un chien qui vient de se faire écraser. Hein. » Eh bien voilà Fania Pascal prise en flagrant délit de connerie. Wittgenstein ne peut pas s'empêcher de fustiger l'absence de rigueur de son ami, cette rigueur qu'implique le fait même de parler. Il lui reproche son laxisme à l'égard des règles contraignantes et inhérentes à toute tentative de description du réel. Mais bon, ne soyons pas si austères et constatons que déconner est une chose courante et pas forcément dramatique en soi. On peut consentir à la connerie
déconner délibérément entre gens consentants. Ainsi, faire le con ou déconner devient le parti pris de s'écouter soi-même prononcer des absurdités en face d'autres personnes dont on va guetter les réactions. Faire le con implique une convention tacite, un pacte où chacun sait que le déconneur n'exprime pas forcément ses convictions intimes et ne s'engage pas personnellement. Ce jeu qui consiste à faire le con en s'affranchissant des pesanteurs de la raison et du langage, c'est le ressort essentiel du comique et de l'humoriste. Il nous fait rire par son traitement désinvolte du réel, du rationnel, par la liberté qu'il prend avec les conventions d'usage. Lorsque Patrick Timsit, par exemple, raconte ses vacances dans les tropiques au cours desquelles il se fait empaler par un moustique gros comme ça, ben on rigole. Il ne viendrait à l'idée de personne d'objecter la taille réelle de l'insecte, car tout le monde sait que l'essentiel n'est pas de viser une vérité, mais plutôt de rire à ses dépens. Mais alors, que penser d'un Coluche ou d'un Dieudonné, décidant de se présenter à 20 ans d'intervalle aux élections présidentielles? S'agit-il encore de déconner? Que reste-t-il de cette convention dont je parlais à l'instant et qui assure à chacun que le déconneur cabotine loin de toute prétention à viser la vérité? D'un coup, l'innocuité et la frivolité de la connerie sont moins assurées. Et quand Coluche reçoit des menaces de mort suite à sa candidature, on se dit que l'humoriste, finalement déconneur de métier, est un individu peut-être dangereux qu'il convient d'avoir à l'œil. Ainsi, sous d'apparentes bouffonneries, se cache peut-être une pensée subversive. Le déconneur, armé de la connerie, débiterait des idées, tel le bûcheron armé de sa hache débiterait du bois. Donc la connerie se pose comme peut-être une arme redoutable de la pensée. On peut prendre un exemple si vous le voulez bien, et on peut donc se pencher sur la personne de Dieudonné. Son dernier spectacle s'intitule « J'ai fait le con ». Alors là, le titre ne peut pas mieux convenir à notre sujet. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'humoriste Dieudonné a été longtemps le partenaire de scène d'Elie Semoun. Le duo fustigeait la bêtise humaine sous toutes ses formes et le racisme plus particulièrement. Dieudonné s'est opposé de manière frontale au communautarisme en tout genre, à l'extrême droite, au Front National, que ce soit dans ses spectacles ou hors scène. Jusqu'à un sketch en décembre 2003, à la télévision, au cours duquel il se déguise en juif orthodoxe israélien qui effectue un salut nazi sur le plateau. Et là, la polémique se déclenche. Depuis ce mauvais numéro, Dieudonné a été montré du doigt par la majorité de la classe médiatique comme étant antisémite. Boycotté un temps des médias, Dieudonné a pu reconnaître sur France Inter que la forme de son sketch n'était pas des plus fines et a toujours rappelé son combat contre l'extrémisme, l'antisémitisme et affiché son désaccord avec la politique d'Israël. « Je suis devenu l'homme le plus infréquentable de France, pire que Le Pen », confiera-t-il. À ce jour, la situation est la suivante. Dieudonné a annoncé aux médias cet été qu'il avait demandé à Jean-Marie Le Pen, mon pire ennemi comme il l'appelle, d'être le parrain médiatique. En octobre 2008, dans l'émission de Frédéric Tadei, Dieudonné explique qu'il s'agissait de glisser une petite quenelle aux médias sur laquelle les faire déraper. Fin décembre, lors de la dernière représentation de son spectacle « J'ai fait le con », Dieudonné fait remettre par un technicien déguisé en prisonnier des camps de concentration le prix de l'infréquentabilité à l'historien Robert Forisson, partisan de thèses négationnistes sur la Shoah. Indignation généralisée de la presse le lendemain. Alors pourquoi tout ce rappel? Pourquoi est-il intéressant de réfléchir, à mon avis, sur ce que fait Dieudonné? Alors quand je dis réfléchir sur le comportement de Dieudonné, je n'entends surtout pas faire son apologie ou son lynchage. Juste poser la réflexion par rapport au sujet de ce soir. Nous avons pu constater que faire le con s'inscrit au sein d'un pacte tacite où chacun est assuré que la vérité n'est pas l'enjeu de la déconnade. On voit donc le potentiel subversif du déconneur. Avancer masqué, l'air de rien, désarmer la méfiance de ceux auxquels il s'adresse, c'est pour rire, se disent-ils. Et puis arriver sur un terrain où on ne l'attend pas, celui de la vérité. Vérité pour Coluche du baratin politique inacceptable. La farce de sa candidature, c'est selon lui la réponse méritée à la farce politique, celle du baratin politique. Vérité pour Dieudonné du scandale de la politique d'Israël, du traitement partisan de l'information et du déséquilibre des mémoires. Certaines barbaries, dit-il, comme la Shoah, ont plus de valeur que d'autres dans leur traitement que la traite des Noirs. Face aux injustices qu'il dénonce, Dieudonné expliquera qu'il a choisi l'humour pour ne pas tomber dans le terrorisme. En tout cas, il s'agit là d'un humour terroriste. Le sort réservé aux humoristes terroristes, on le connaît. Procès, tribunaux, condamnation. Le procès de Charlie Hebdo, il n'y a pas longtemps, suite à la publication des caricatures du prophète, Mahomet, vous en avez un exemplaire. Procès de Noël Gaudin en série, l'entarteur. Procès de Dieudonné.
Mais pour autant, tout cela peut-il être mis sur le même plan? Par exemple, Dieudonné et Noël Gaudin, humoristes, terroristes tous les deux, peuvent-ils être mis sur le même plan? La question est lancée à l'Assemblée. Mais surtout, que devient la connerie quand elle n'est plus qu'une simple émanation de la pensée, mais un au-delà de la parole, une véritable mise en acte? Peut-être est-ce là la valeur heuristique de ce titre, « J'ai fait le con », le titre du spectacle de Dieudonné. Le verbe « faire » y est capital, en tant qu'il caractérise ce passage par l'acte, sans lequel, au fond, la pensée ne saurait mieux dénoncer le réel qu'en allant s'y ancrer, s'y inscrire. Alors la connerie, n'est-ce pas un cheval de Troie déposé aux portes de la vérité pour lui livrer la guerre? Et on sait ce qu'il advint de Troie, une fois le cheval entré dans la cité. Voilà, il me semble qu'il y a donc matière à penser sur notre sujet. Bon courage!